Bonjour à tous, merci de votre présence. Nous allons démarrer le 8e webinaire de 2022 d'ARPAS sur le thème stratégique des friches. Donc, ce webinaire fait suite à 7 autres webinaires qui ont été consacrés à des sujets pas directement liés aux friches, mais qui ont une résonance très forte avec les enjeux que nous avons sur ces fonciers, qui étaient ceux de la nature, de l'éco-paysage, de la santé et du bien-être et des démarches de décarbonation d'immobilier, et ce, à toutes les échelles, qu'elles soient de l'aménagement intérieur jusqu'au quartier et au territoire. Donc pour aujourd'hui, nous avons décidé d'aborder le thème spécifique des friches, qui est un thème stratégique au vu des enjeux de renouvellement et de recyclage urbain. Et nous avons décidé de le traiter sous le prisme de l'impact territorial. Je vais prendre quelques minutes avant de démarrer donc pour vous donner quelques éléments de logistique. Donc le webinaire est enregistré pour des raisons de production d'un replay. Et vous avez 2 modules pour échanger avec nous, qui sont celui de discuter et de Q&R qui est en bas à droite de votre barre de commande de Zoom. Et je vous invite particulièrement à utiliser ce module Q&R puisque nous prendrons à l'issue de la présentation quelques questions que vous aurez posées. Donc pour ce webinaire, je suis Gwenaëlle Chabroulet et j'ai la chance d'être accompagnée de Catherine Nguyen, directrice de projet sur les sujets d'innovation et de nouveaux usages, et de Cédric Licpetit, donc chef de projet immobilier à impact social et territorial, qui sont tous les deux des membres de l'équipe Conseil et Innovation de ARPAS Trans. Et je vais prendre quelques minutes pour vous présenter notre société avant de leur céder la parole. Donc, ARPAS Trans, qui nous sommes? Nous sommes une société de conseil qui se dédie à l'immobilier avec pour objectif d'accompagner les transformations nombreuses et à fort enjeu que le monde de l'immobilier connaît aujourd'hui. Et pour servir cet objectif, nous avons donc 4 départements qui sont l'immobilier responsable, qui travaille sur les trajectoires bas carbone, d'adaptation, de résilience, de carbone, d'économie circulaire, de santé et de bien-être. Le département biodiversité et biophilie, Gondwana, qui travaille sur les sujets de biodiversité, de vivant, de paysage. Le département design et aménagement intérieur, au plus proche des besoins des organisations et des collaborateurs. Et enfin, le pôle conseil et innovation qui prend la parole aujourd'hui et qui travaille sur les stratégies immobilières, sur la programmation, sur l'AMO et sur les sujets du digital dans l'immobilier. Donc, nous sommes une société qui est certifiée Bicorp maintenant depuis plusieurs années. Et donc, on voit bien tous les enjeux qu'il y a liés à la RSE dans ces projets. Et donc, nous mettons à la disposition de nos clients aussi nos valeurs au travers de notre certification Bicorp que nous partageons avec la communauté des Bicorp en France et qui ne fait que croître. Donc, nous avons 4 axes stratégiques que nous mettons au service de nos projets et qui nous semblent primordiaux pour mener à bien des projets face aux défis que nous avons. C'est celui de la transition environnementale et l'adaptation au changement climatique, la santé et le bien-être par l'immobilier, la transformation digitale et l'intégration des nouveaux usages, et la biodiversité et le vivant. Nous avons une équipe pluridisciplinaire au service de ces projets donc vous avez là les compétences que nous avons en interne. Nous avons aussi un écosystème de partenaires que nous pouvons mobiliser sur les projets. Nous sommes des programmistes, des ingénieurs, des conseils, des architectes, des urbanistes, des biophilic designers, et nous avons la capacité à vous aider à valoriser vos projets au travers d'un certain nombre d'accréditations qui portent sur le carbone, sur la santé, sur la biodiversité, sur le digital, et qui permettent à toutes les échelles de vos projets d'aller chercher à la fois des feuilles de route et également des valorisations de vos projets. Donc, nos périmètres d'intervention sont assez larges puisque nous avons la capacité de vous accompagner sur des actifs qui sont les équipements publics et privés, des actifs tertiaires, du commerce, des actifs de formation et de recherche, logistique et industrie, résidentielle. Et donc, cette approche de multifonctionnalité, toute typologie d'actifs nous permet d'intervenir à la fois sur des projets à l'échelle des immeubles, à l'échelle des actifs, à l'échelle des aménagements intérieurs, mais également des projets urbains où ce sujet de la multifonctionnalité aujourd'hui est un sujet important de manière à permettre une adaptabilité, flexibilité pour plus de résilience du monde de l'immobilier. Donc, nos clients, vous avez là une petite liste de nos clients. Évidemment, elle n'est pas exhaustive, ça n'est qu'une sélection. Ce qui est important de retenir, c'est que nous travaillons à la fois pour les utilisateurs, mais également pour les promoteurs, les constructeurs, les foncières et les asset managers, qui nous permet à la fois d'avoir une bonne connaissance des enjeux de chacun
et de permettre de faire travailler sur un même projet un écosystème d'acteurs propre à permettre à la fois un bon positionnement des actifs, mais également une bonne projection en exploitation de ces bâtiments pour des logiques qui soient des logiques gagnantes pour chacun. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai la chance d'être accompagnée ce matin de Catherine et de Cédric qui vont prendre la parole juste après cette dernière slide. Et donc, Cédric et Catherine sont dans le pôle conseil et innovation, qui est un pôle qui travaille à la fois sur les stratégies et schémas directeurs, sur le sujet de la programmation et des nouveaux concepts, de l'AMO, du management de projet et du smart building. Et l'ensemble de ces expertises nous permet à la fois d'être très en amont des projets, mais également en aval des projets, pour s'assurer que les stratégies opérationnelles et les stratégies des entreprises de l'immobilier pour lesquelles nous travaillons soient bien mises en œuvre et suivies d'effets dans le cadre de l'exploitation de leur parc ou de l'exploitation de leurs actifs. Donc, je vais laisser le soin à l'équipe de vous présenter le sommaire et de reprendre la parole après cette courte introduction pour vous présenter le sujet à l'ordre du jour de cette matinée. Merci. Bonjour à toutes et tous. Je vais vous présenter un peu la démarche qu'on a chez Airpass Trans et les différentes étapes qu'on va aborder aujourd'hui. La première partie sera plutôt sur la question des friches et cette opportunité qui a été exploitée aujourd'hui, donc la définition, la réponse aux objectifs environnementaux et surtout le lien entre les actifs immobiliers et leur territoire et tout l'intérêt des friches de travailler sur une stratégie plus globale. Ensuite, on travaillera et on abordera les questions de stratégie à l'expérimentation sur les différents key points à aborder, les contraintes, les risques et les différents piliers à aborder. La troisième partie sera plutôt dédiée à une démarche globale sur des projets sur lesquels on a travaillé, notamment sur des sites déjà ciblés, mais dont la programmation est carte blanche, et donc une programmation qui sera ancrée sur un territoire et dans la longueur et sur un phasage. Et ensuite, une dernière partie sur un peu la synthèse et la conclusion et la vision qu'on a chez Airpass Trans des friches comme des lieux vecteurs de dynamique territoriale et de réponse aux enjeux à venir, notamment environnementaux et sociaux. Voilà, donc cette première partie sur la question des friches et de cette opportunité à exploiter, on va parler des définitions, finalement des différentes définitions des friches, puisqu'on a des friches qui sont de différentes catégories. C'est finalement un peu compliqué de les définir. Il y a forcément des points communs entre les différentes définitions, mais on verra que sur les différents projets sur lesquels on a travaillé, on a différentes échelles, différents historiques qui font que chacune des friches est spécifique et a finalement sa propre définition. On enchaînera ensuite sur l'évolution des objectifs environnementaux qui finalement nous est imposée par l'évolution de la loi et qui est une opportunité à saisir aussi dans l'évolution de l'immobilier et de la construction. Puis ensuite les différents outils et les fonds qui sont alloués à cette reconversion des friches avant de basculer vraiment sur le lien entre l'actif immobilier, son territoire et la manière dont on aborde la stratégie, le diagnostic et la programmation de ces différents sites. Voilà, donc si on repart un peu sur la définition des friches, alors on a mis deux définitions. La première, c'est celle de l'ADEME qui parle d'un site ou d'un bien immobilier qui est bâti ou non bâti, dont la fonction initiale a cessé et dont l'état, la configuration ou l'occupation ne permettent pas un réemploi sans une intervention préalable. C'est le cas sur les différents projets sur lesquels on travaille. En général, on a du bâti qui est à réparer, à démolir ou à reconstruire, mais on a aussi des friches qui sont des friches sans bâti, mais avec des sols artificialisés qui sont également à reconvertir et à retravailler. Ensuite, sur la localisation, on parle de friches sur les différentes strates du territoire, donc en centre-ville, mais finalement plus communément en périphérie. Et puis finalement, la périphérie devient centre-ville et donc on a différentes friches et la plupart des friches qui sont à cette articulation entre le centre-ville et la périphérie et donc qui vont faire l'articulation entre ces strates territoriales et qui font de ces friches finalement des lieux stratégiques de reconversion et de dynamique. Et puis, ces friches, finalement, sont des lieux existants qui ont un passé, qui font partie de la mémoire collective d'un territoire. Elles ont pu accompagner des mutations économiques. Elles sont souvent le reflet de déclin d'activité industrielle, d'activité économique. Et donc, il y a aussi tout un enjeu à retravailler le lien entre l'histoire et le futur et de
finalement retravailler un récit collectif pour imaginer de nouveaux futurs désirables à ces lieux-là. La définition de l'INSEE, elle est un peu plus rapide, mais en tout cas, elle est plus claire. Elle parle plutôt d'espaces bâtis ou non bâtis, mais qui sont abandonnés depuis au moins 2 ans et qui font au moins 2000 m². Aujourd'hui, des friches, on en recense environ 7200 en juin 2022 par Cartofriche, qui est un outil qui est en open source. Et donc, on sait que ces recensements, il évolue, qu'on a de plus en plus, on découvre de plus en plus de friches qui peuvent être reconverties. Donc, on a des surfaces et des sites qui se multiplient et qui sont à saisir par leur spécificité pour les reconvertir. Alors, là, on est sur des friches sur lesquelles on a travaillé ou sur lesquelles on travaille encore aujourd'hui. Des friches de différentes catégories qui peuvent être industrielles, portuaires, ferroviaires, commerciales ou logistiques. Elles ont également différentes situations géographiques et différents contextes. Et donc, ce qui fait qu'on les aborde de manière différente avec une méthodologie globale, mais qui vient s'adapter à chacun des projets. On a par exemple les abattoirs du Luxembourg, qui est situé plutôt dans le centre de Luxembourg, sur une des portes, qui étaient des abattoirs qui vont devenir finalement un centre autour de la culture urbaine, de par son évolution et ses usages. On a aussi un site minier qui est à Arenberg, dans le nord de la France, qui est devenu une cité de l'image et du film. On a travaillé également sur le fort militaire d'Aubervilliers, sur la reconversion de l'existant pour finalement valoriser le patrimoine historique et créer une identité et fonder un nouveau quartier sur l'existant et sur le patrimoine existant, avec toute une réflexion sur les montages économiques, sur la pérennisation des acteurs déjà présents sur le site et tout un travail aussi d'occupation temporaire pour travailler sur cette programmation. On a la caserne de Damem aussi, qui est à Fontainebleau, qui est une ancienne caserne qui va devenir un site universitaire, pour le coup, qui est en plein centre de Fontainebleau. On a également travaillé sur une friche qui est à Épinay, qui est une friche beaucoup plus petite, qui est une friche polluée, qui a été sanctuarisée par la ville pour aujourd'hui être reprogrammée en un lieu autour de la pédagogie, de la biodiversité pour les habitants et pour l'ensemble des usagers d'Épinay. Et puis, il y a un autre site sur lequel on a travaillé, qui est celui de PSA et de la RATP, à La Garenne-Colombe, un très grand site qui devient le siège d'Engie aujourd'hui, en proximité de la Défense. Voilà, donc on est sur des sites qui sont physiques, avec un patrimoine bâti, ou en tout cas une existence physique, mais qui sont à analyser et à diagnostiquer et à réfléchir à une échelle qui est beaucoup plus ample, beaucoup plus grande. Et on le voit sur cette slide-là, sur les mêmes projets, on peut analyser finalement la situation urbaine et l'intérêt de réfléchir ces friches sur un territoire plus grand, avec notamment les abattoirs ici qui se situent à l'articulation de différents quartiers, d'équipements universitaires, de logements. Arenberg qui se situe en milieu rural et qui finalement a un impact sur le territoire national, puisque c'est un site d'envergure régionale et nationale. Le fort militaire d'Aubervilliers qui fait la jonction avec Pantin et avec Aubervilliers et qui va retravailler tout un fragment de ville et donc qui va bien au-delà de son actif immobilier et du patrimoine existant. La caserne d'Amem qui va reconfigurer une partie du centre-ville. Épinay qui est exactement en centre-ville aussi, mais qui va reconfigurer cette dynamique territoriale à cet endroit-là. Et puis ce site PSA qui est en très grande proximité de la Défense et qui va forcément rayonner et avoir des relations avec un territoire bien plus large que sa parcelle. Et donc, c'est aujourd'hui tout l'intérêt de la reconversion de ces friches, c'est de réfléchir aux relations entre le territoire en proximité et plus large à chacun de ces sites et au programme qui sera mis en place. Simplement pour revenir sur la question des évolutions et des objectifs environnementaux, la reconversion des friches, elle répond directement à cette évolution, notamment sur les objectifs ZAN et le zéro artificialisation nette. Il y a eu tout un travail qui a été fait petit à petit via la loi ALUR, la loi SRU et aujourd'hui la loi Climat Résilience qui aujourd'hui fixe des ambitions pour 2030 à moins 50% d'artificialisation des sols et un arrêt complet de l'artificialisation des sols en 2050. Donc c'est des ambitions qui nous sont imposées, qu'on doit travailler dans l'ensemble du monde de la construction
Et simplement pour faire un retour sur l'état actuel, aujourd'hui, on artificialise à 24 000 hectares par an le territoire français, ce qui fait l'équivalent de la surface de 2,5 fois Paris chaque année, avec un territoire qui est estimé à 50% anthropisé. Donc il y a des vrais enjeux qui sont à respecter et qui vont forcément impacter l'ensemble des projets à venir. Et donc répondre à ces objectifs, finalement, c'est répondre à l'adaptation au changement climatique, c'est répondre à cette atténuation du changement climatique et anticiper la résilience face à ces changements. C'est forcément intégrer les limites planétaires et donc limiter l'usage des ressources. D'abord l'usage des sols perméables, et ensuite travailler sur la réhabilitation et sur la construction de lieux déjà artificialisés. C'est aussi préserver les sols perméables pour contrer les conséquences du changement climatique. Et puis, finalement, en conséquence, c'est aussi limiter l'effondrement de la biodiversité et les conséquences qu'il peut y avoir sur l'ensemble des écosystèmes vivants et qui sont essentiels à l'avenir. Alors, face à ces enjeux de désartificialisation, il y a en gros 3 axes et 3 échelles qui sont à travailler autour de la sobriété foncière. En milieu rural, ça va être de résorber la vacance, ça va être de lutter contre l'étalement urbain et notamment les zones commerciales. Ensuite, il y a toute cette question de densifier les centres urbains, tout en favorisant des espaces de biodiversité et des îlots de fraîcheur. Et puis, il y a un 3e levier qui est finalement le levier le plus important, qui va être celui de réhabiliter et de construire les zones artificialisées sur un périmètre qui va s'étendre des centres urbains jusqu'au territoire et qui fait l'objet finalement de ces différents sites de friches qui sont à reconvertir et qui se situent vraiment à l'interface entre un territoire, une périphérie et un centre urbain. Et voilà tout l'intérêt aujourd'hui d'accompagner à cette reconversion des friches, c'est maîtriser cet étalement urbain, c'est lutter contre cette artificialisation des sols, améliorer la qualité de l'environnement et puis finalement sur cette échelle-là et avec des enjeux aussi importants, de développer des projets qui soient stratégiques, emblématiques, hybrides et qui viennent réunir les différents volets du développement durable. Donc d'abord face à des objectifs ambitieux vis-à-vis des problématiques environnementales et puis travailler sur les questions sociales et économiques pour travailler sur un aménagement du territoire qui soit plus inclusif et plus résilient à l'avenir et notamment de travailler sur les dynamiques d'économie circulaire, de réemploi et finalement d'activer une vraie stratégie de recyclage des fonciers dégradés. Aujourd'hui, pour accompagner cette reconversion des friches, on a toute une trousse d'outils qui a été mis en place par l'État, notamment le CEREMA, le BRGM et d'autres institutions gouvernementales, notamment Activipol qui va aider à corréler les activités industrielles avec les polluants qu'il y a pu y avoir sur le site, Cartofriche qu'on a déjà vu sur la première slide, qui permet de recenser et d'aider au recensement des différentes friches et de commencer à les caractériser. Puis on a un outil qui est essentiel aussi dans la réflexion de la reconversion des friches, c'est cet outil qui s'appelle Benefriche, qui va calculer le coût d'une opération, mais aussi le coût d'exploitation, le coût carbone, et qui va permettre de réfléchir finalement dans le temps long aux bénéfices qui peuvent être acquis sur une reconversion de friche. On a d'autres, c'est l'Agdépol, Urban Vitalise. Et puis sur la question des fonds, on a 680 millions d'euros qui sont alloués au recyclage des friches, à la transformation des fonciers. 70 millions qui sont alloués directement à la reconversion de friches polluées, mais qui sont issues de sites ICPE ou de sites miniers. Et puis 1 million qui a été alloué directement à la construction des outils qu'on utilise aujourd'hui pour recenser, caractériser, qualifier et lancer des reconversions à grande échelle. Alors, pour revenir un peu finalement sur le lien entre cet immobilier, ces actifs immobiliers et le territoire, de par leur échelle et de par leur spécificité, on va forcément analyser les territoires dans lesquels s'inscrivent ces friches, notamment les métropoles et leurs bassins, le bassin de vie, le bassin l'habitat, le bassin de production, les différentes activités, de manière à ancrer cette friche sur son territoire et puis d'hybrider petit à petit ces différentes activités au sein même de ce lieu qui est à l'articulation de toutes ces synergies territoriales. Ensuite, on va travailler sur les nouveaux modèles de construction urbaine de ville, les nouveaux modèles de ville et de résilience, et notamment la ville du quart d'heure qui réfléchit finalement à une ville plus résiliente,
de proximité où l'ensemble des services et notamment l'approvisionnement, l'habitat, le travail et tous les usages se retrouvent au sein d'un même périmètre qui va être au service des usagers et de territoires plus résilients. Et donc pour ça, on va travailler également avec différents outils, notamment ceux du CEREMA, comme la boussole du CEREMA et de la résilience, sur ces différentes questions et ces différents diagnostics, notamment sur la cohésion, la solidarité, la stratégie de la gouvernance et puis d'autres volets. Voilà, et donc à la suite de tout ça, avant même de commencer à reprogrammer une friche, il va y avoir toute une stratégie, une pré-stratégie qui va être de recenser au sein d'un territoire ou d'un parc immobilier les différentes friches, les différents lieux qui sont inutilisés et qui sont à reconvertir. Ensuite, il va y avoir toute une question de les évaluer, d'évaluer le potentiel de mutabilité du site, les atouts, les contraintes et surtout sa relation au territoire, de manière à capitaliser ensuite sur une stratégie globale et de mettre en relation ces sites physiques avec des opportunités programmatiques qui sont déjà identifiées ou à identifier. Et je vais laisser la parole à Catherine pour nous parler de la stratégie à l'expérimentation. Donc, alors merci Cédric pour cette introduction. Comme vous l'avez compris, on s'est intéressé au sujet des friches puisque c'est une grande opportunité par rapport aux enjeux environnementaux aujourd'hui. C'est des sujets sur lesquels on travaille depuis très longtemps par rapport à nos problématiques de programmation, de nouveaux usages. Et aujourd'hui, la manière dont sont structurées les friches, les opportunités qu'elles permettent et également le développement stratégique territorial qu'elles permettent sont pour nous de véritables opportunités qu'on souhaite au maximum maximiser et reproduire de manière plus systématique possible. Donc, on a établi une méthodologie aujourd'hui pour aborder les friches qui se situe en 7 points. Je vais rapidement revenir sur les risques et contraintes à anticiper sur les projets que nous, on identifie très en amont par notamment l'accompagnement sur la définition d'un business model qui nous permet d'identifier quels sont les acteurs clés autour desquels se structurer, la valeur ajoutée qu'on va créer dans le programme, mais également l'anticipation de la structure des coûts et des revenus et l'impact social, territorial et environnemental qu'on peut espérer avec notre projet. Et enfin, je vais revenir sur les 7 piliers qui semblent pour nous primordiaux à aborder dans la reconversion des friches pour une transformation réussie. Donc, tout d'abord, comme je le disais, et par rapport à ce que Cédric a présenté précédemment, l'un des principaux enjeux, ça va être l'anticipation des risques et des contraintes. Donc, tout d'abord, la préservation du risque financier avec la question de la capacité de financement à préserver, puisque l'un des problèmes majeurs dans les opérations de reconversion sont le coût élevé des actions à mener, notamment à cause des questions de pollution, de bâtis obsolètes et les réhabilitations nécessaires qui peuvent engager des fonds très importants et qui vont repousser certains opérateurs. Le deuxième sujet va être le risque de rejet des populations. Donc là-dessus, on va avoir une programmation qui va être à la fois en phase avec les usages, mais également avec le marché global pour avoir une meilleure prise en compte des besoins et des attentes de la population et notamment éviter tout risque d'échec commercial sur une opération de reconversion de logement. Le troisième point va être sur le risque d'un développement opportuniste à court terme. Donc, c'est des choses qu'on a pu observer sur la reconversion notamment d'anciennes zones d'activité avec un travail nécessaire sur une rapide attractivité. Mais cette logique de remplissage que l'on peut observer sur certaines opérations peut peser un risque. Et donc, nous, on va privilégier un travail vraiment de stratégie à long terme, phasé, avec bien sûr des opportunités à court terme, notamment via de l'occupation transitoire ou un chantier phasé avec une certaine cinématique. Enfin, on aura 3 contraintes sur lesquelles on va fortement travailler, donc les contraintes de configuration de site, qui sont tout simplement l'orientation du site, son occupation, les contraintes d'urbanisme, avec toutes les contraintes réglementaires qu'il va falloir anticiper au maximum pour pouvoir également anticiper toutes les modifications de documents d'urbanisme si nécessaire. Et enfin, la question des contraintes environnementales, notamment liées à la pollution, qui peuvent amener aux échecs de nombreuses opérations
et qui trouve certaines solutions, notamment via des approches liées à la mise en place de stratégies de biodiversité sur lesquelles on va très rapidement revenir dans ce webinaire, puisque ce n'est pas l'objet central du webinaire. Mais si vous avez un focus sur ces questions, vous pouvez nous contacter pour qu'on vous réponde à ce sujet. Donc, ces 6 points, risques et contraintes, nous, on travaille à une anticipation, notamment par la conception d'un business model, comme je le disais. Donc, dans ce business model, on va travailler sur l'identification des partenaires clés de l'opération, l'État, les agences publiques nationales, les collectivités, les opérateurs, investisseurs et propriétaires qu'il va falloir et également futurs occupants qu'il va falloir structurer autour d'une gouvernance partagée. On va travailler sur les 3 phases, donc de la conception, du proto-aménagement et de la réalisation sur lesquelles je vais revenir après. Les ressources qu'on peut mobiliser, dont Cédric a parlé, donc des outils en ingénierie, réglementaire ou opérationnel. Et surtout, à ce stade-là, très en amont, on va définir quelle est la proposition de valeur dans la transformation de la friche. Donc, comment le foncier va être valorisé, comment le patrimoine va être valorisé également, soit par les usages, soit d'un point de vue économique. Comment est-ce qu'on va participer à l'amélioration de la qualité de vie directement sur le site ou dans son environnement direct, dans son lien avec le territoire, et comment est-ce qu'on va créer une attractivité économique qui va permettre un effet domino pour également créer de nouvelles friches et créer une redynamisation territoriale. En ce sens, il nous paraît primordial de définir quels vont être les publics ciblés sur la reconversion des friches, et de travailler, bien sûr, sur la définition de la structure des coûts et de revenus dans un effet balancier pour avoir un équilibre à minima et qui nous permette de définir un système économique vertueux. On le verra après, puisque les friches sont support de modèles économiques hybrides, vertueux et à impact positif pour l'ensemble des contributeurs, et en ce sens sont vraiment intéressants. Donc, via justement l'achat du foncier, le traitement de la friche, des opérations de construction et en revenu, la vente du foncier, des aides financières ou des recettes de gestion, notamment pour l'occupation transitoire avec des opérateurs spécifiques. Et enfin, en socle de cette réflexion et également en socle de la démarche de reconversion des friches, on va identifier les impacts sociaux, économiques et écologiques, donc notamment les questions d'empreinte carbone, d'accessibilité sociale, de contribution à la ZAN, de création d'emplois et de mixité sociale et urbaine, bien sûr en s'inscrivant dans les orientations qui sont définies dans les schémas stratégiques des territoires. Alors, nous, comme je le disais, cette réflexion, on a essayé de la structurer, on a fait l'exercice de la structurer autour de 7 piliers de transformation. C'est pas nécessairement des piliers qui sont phasés dans le temps. On va revenir après sur le phasage du projet. C'est plutôt toutes les dimensions qui doivent être abordées pour la transformation réussie d'une friche. Et on reviendra plus précisément sur le pilier numéro 2 dans un cas pratique que Cédric présentera à la suite de cette explication. Donc, le premier pilier, c'est l'anticipation de toutes les phases du projet, comme je le disais auparavant, avec la conception, le proto-aménagement et la réalisation. Le deuxième pilier est l'analyse et la priorisation des spécificités territoriales. Donc, comment est-ce qu'on va relier le projet aux orientations du territoire? Un troisième pilier sur l'évaluation du potentiel de mutabilité du site, donc l'analyse foncière et l'analyse du bâti existant en lien avec des objectifs de développement durable également, pour également viser des projets de sobriété foncière, puisque lorsqu'on parle de friche, on parle de démolition, de reconstruction, de réhabilitation. Pour autant, on a des démarches plus durables sur ces projets, comme de diagnostic matériaux, mais également de sobriété constructive qui peuvent être magnifiées via l'étude de potentiel de mutabilité. On va réfléchir à l'intégration d'usages alternatifs sur du court et du long terme pour pouvoir à la fois répondre à des questions d'adaptation du projet à l'existant et aux usages, mais également à des problématiques écologiques. On va travailler sur la question de l'ancrage historique pour innover, donc comment faire le lien avec l'histoire du site pour aller vers une programmation innovante et qui projette la ville dans l'avenir du territoire. On va également travailler sur la structuration de la gouvernance et de relations partenariales. Comme je le disais, les friches sont des lieux
où existe déjà un écosystème fort, avec des représentations collectives qui intègrent énormément de riverains, de futurs occupants, d'habitants. Et il est nécessaire de penser une gouvernance d'autant plus partagée sur ce type de projet, puisqu'ils sont liés à l'histoire de différents acteurs de la ville. Et enfin, pour aller plus loin et participer à la dynamisation du territoire, comment est-ce qu'on peut travailler sur l'image et notamment la communication autour du projet. Donc, sur le premier pilier, la question de l'anticipation de toutes les phases du projet. Donc, alors, c'est un schéma que j'ai repris de l'Institut Paris Région. Il s'appuie sur des recherches qui ont été faites par le CEREMA et l'ADEME dans la reconversion des friches. Nous, c'est un phasage qu'on partage dans nos opérations, qu'on vient enrichir par notamment plus de recherches liées à la programmation, mais qu'on essaie de suivre au maximum. Donc, le premier, ça va être sur la conception du projet. C'est une phase qui est stratégique parce que c'est dans cette phase-là qu'on va justement formuler la stratégie territoriale et anticiper tous les projets à venir. C'est à cette phase-là également qu'on va identifier qui sont les propriétaires du site, qu'on va travailler avec les collectivités territoriales, avec éventuellement l'établissement public foncier du territoire. Et c'est également cette phase-là qu'on va travailler de manière conjointe sur l'établissement de la stratégie en phase avec le SCOT, le PUI, et également sur la structuration opérationnelle du projet. Dans ce cadre, au niveau de cette phase, ce qui peut être intéressant, ça va être de travailler avec la collectivité sur l'orientation globale du projet. C'est à ce moment-là également qu'on va identifier des réserves foncières qui n'avaient pas nécessairement pour objectif de devenir des friches ou des projets de reconversion et qui sont pourtant et qui sont pleines de potentialités pour imaginer des nouveaux usages. C'est le cas, par exemple, du projet de la réserve foncière à Épinay, dans ce que Cédric a rapidement évoqué, sur lequel on a travaillé, qui était originellement une réserve foncière de plusieurs résidences en site pollué, qui avait pour but de devenir une école. Le lieu a été laissé en friche pendant plusieurs années et donc est devenu une réserve écologique. Et un écologue de passage sur le site a pu identifier tout le potentiel. Et donc, la ville a décidé de sanctuariser cette friche en faisant une réserve écologique, un jardin accessible. Et nous, on a travaillé sur la programmation architecturale d'un bâti qui permettrait de magnifier justement le potentiel de cette site en créant un lieu dédié à la biodiversité. Donc, c'est assez intéressant parce que là, on voit que justement, au niveau de la conception du projet, c'est ce temps de friche qui a donné un autre usage au lieu. Et c'est justement toute cette phase de conception, d'analyse qui va donner la coloration du futur projet en lien avec les besoins réels du territoire. La deuxième phase, celle de proto-aménagement, donc très simplement la phase où on prépare le site, donc proto-aménagement, où on va travailler sur la question de dépollution des sols, de désimperméabilisation, de démolition. Et c'est à cette phase-là aussi qu'on va identifier énormément de coûts qui vont être qui sont considérables et qui sont souvent inévitables dans le cadre de projets, sauf à mettre des usages transitoires en temps long, comme on va le voir. Et c'est intéressant parce que c'est à ce moment-là également qu'on va mobiliser énormément d'assistance publique, puisque typiquement sur les questions de dépollution, une bonne intégration avec l'ADEME, qui fait énormément d'aide financière sur ces sujets, et également dans le cadre du plan de relance, sont assez intéressantes. Et enfin, dans la dernière phase, là, on va anticiper tous les enjeux techniques, financiers et environnementaux. Donc, on va tout simplement prévoir la construction du projet, vérifier tout le respect des réglementations, également en lien avec la question de la biodiversité, du patrimoine bâti, de l'acceptabilité sociale du projet. Imaginer la vie future du projet et également la manière dont on va pouvoir faire des retours d'expérience pour nourrir progressivement l'évolution du projet. En deuxième pilier structurant que l'on identifie dans le cadre des projets de restructuration de friches, c'est la question de l'analyse et de la priorisation des spécificités du territoire. Donc, comment est-ce qu'on va relier le site à son territoire ? Je reviens très rapidement là-dessus puisqu'on va faire une analyse détaillée de notre méthodologie dans la prochaine partie. Mais donc, on va interroger à ce niveau-là les activités économiques et non économiques,
la composition du tissu social, le Genius Loci, les politiques territoriales et les projets en cours pour pouvoir en faire une synthèse qui va être traduite en usage, en projet, en fil conducteur pour réécrire l'histoire du site dans la continuité, bien sûr, de sa structuration. Le troisième point structurant, c'est l'évaluation du potentiel de mutabilité sur chaque site. Donc, auparavant, la question de l'analyse et de la priorisation des spécificités territoriales nous permettait en quelque sorte de définir le contenu du projet. Et là, on va s'intéresser au contenant. Et c'est vraiment l'adéquation du deux qui nous permet de définir si la friche est intéressante par rapport à l'évolution territoriale qui est espérée pour le territoire, et donc l'évolution qui est espérée pour le territoire, et donc sa transformation potentielle. Donc, dans le potentiel de mutabilité du site, là, on va vraiment faire une analyse foncière et du bâti, donc étudier le terrain, sa situation, ses critères de mutabilité, toute cette structure-là, donc superficie, densité, aménité, accessibilité, elle aura déjà été préétudiée par notamment la composition des différents fonds d'études dont Cédric parlait dans la première partie, qui nous permet d'avoir des recensements de friches. Mais nous, on va l'approfondir pour être sûr que, au-delà des potentialités, elle présente vraiment toutes les caractéristiques positives pour être un projet urbain de qualité. On va également travailler sur tous les critères de mutabilité, donc l'architecture du bâti, les volumes, la configuration, les contraintes patrimoniales et environnementales. Et ce qui est assez intéressant à ce stade, c'est qu'on va également travailler sur toute la capacité pour le bâtiment d'être évolutif. Donc, ce n'est pas forcément dans une transformation choisie d'un programme qu'on aura déjà défini, mais c'est plutôt quelle est sa qualité environnementale et sa qualité de transformation pour vraiment replacer le bâti dans une stratégie de pérennité et de maintien à long terme. Et ensuite, on va également travailler sur la propriété des sols, puisqu'on l'oublie souvent, mais l'un des gros freins également pour la reconversion des friches, c'est également l'identification de la propriété foncière. Donc, on va travailler sur la gestion foncière, mais également les solutions qui peuvent être mises en place pour avoir la meilleure maîtrise foncière possible, et également sur toutes les questions de trame verte, trame bleue et éventuellement pollution. Donc là, sous deux axes différents, soit maintien de la biodiversité ou amélioration de la biodiversité sur le site, et également en question des coûts en lien avec la dépollution. Justement, en lien avec la dépollution, comme je le disais, l'un des gros freins sur la reconversion des friches, c'est souvent la question du coût de la remise en état du site. Et aujourd'hui, on a identifié, nous, quelques usages alternatifs transitoires qui peuvent être intéressants pour se soustraire à cette difficulté de dépolluer des sols. Alors, c'est vraiment des exemples parmi plusieurs, mais typiquement, on peut voir les centrales photovoltaïques au sol qui nous permettent de générer des revenus en même temps qu'installer de la renaturation ou de la phytoremédiation, et également d'autres solutions plus liées à la biodiversité, comme la phytoremédiation ou la renaturation, qui vont créer une dépollution naturelle des friches à très bas coût. Les contraintes de ces types d'exemples, c'est bien sûr une grande anticipation, notamment par les collectivités ou par les propriétaires, puisque ce sont sur des temps de 10 à 20 ans qu'on peut avoir une dépollution, mais dans une logique de redynamisation territoriale et aujourd'hui de ZAN, c'est des logiques qui peuvent être totalement anticipées et intégrées au temps de l'immobilier, en tout cas au nouveau temps de l'immobilier dans les logiques de développement durable. Les autres usages alternatifs transitoires plus connus qu'on a l'habitude de mettre en place, ça va être les questions d'activation rapide du site via de l'urbanisme transitoire. Donc, pour cela, on va réutiliser les mêmes méthodologies que sur de la programmation classique, donc avec de la définition des usages, de la mobilisation d'acteurs, du montage économique et juridique à penser très en amont, des modèles de gouvernance et de gestion à penser très en amont, et également un phasage à anticiper au maximum. Alors, je vois le temps qui passe et je vois également Cédric qui me fait des gros yeux, donc je vais un petit peu accélérer.
Le cinquième pilier là-dessus, en lien justement avec les occupations transitoires et la nouvelle histoire que peut créer l'occupation transitoire, ça va être l'appui, le fait de s'ancrer historiquement pour pouvoir définir une programmation qui est pertinente. Donc là, j'ai pris deux exemples. Le premier sur les abattoirs du Luxembourg, c'est des anciens abattoirs, mais qui, durant leur période de friche, sont devenus un lieu dédié au street art. Qui est connu à l'échelle européenne. Et donc, nous, notre travail sur ce projet, ça a été un travail double de savoir comment est-ce que l'on pouvait restaurer l'histoire des abattoirs à travers un projet ou alors en dévier, mais surtout de favoriser l'acceptation du projet en maintenant le lien avec la question du street art. Donc, on a travaillé sur plutôt comment est-ce que des formes architecturales pouvaient être propices à la réappropriation du street art, puisque c'est quelque chose d'assez sensible à évoquer, puisque le street art ne se réapproprie pas, puisque c'est difficile de donner des conditions de réappropriation, dans la mesure où normalement c'est justement une prise assez sauvage, disons, de la ville, et que si on met en place les conditions, donc on ne s'inscrit plus trop dans l'éthique du street art. Donc là, c'est à travers un travail plus subtil architectural et non pas forcément une décision politique affichée qu'on a travaillé sur ce point-là. L'autre point, c'était sur le fort d'Aubervilliers, où on a travaillé sur la réhabilitation de casemates. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le patrimoine bâti. C'est une opération qui comporte plusieurs milliers de logements. Et aujourd'hui, le patrimoine bâti, donc ces casemates et la couronne boisée sur le fort, sont au centre du projet pour donner à voir et mettre en animation le projet et créer une identité au futur quartier à Aubervilliers. Alors, j'accélère un petit peu. Le sixième pilier que l'on voit sur la question de la réhabilitation des friches, c'est la question de la structuration de la gouvernance et des relations partenariales à travers 3 points. Le portage politique fort, l'expertise et l'AMO et la gouvernance partagée. J'avais pris l'exemple de la friche Niel aujourd'hui, qui est plus connue sous Darwin, puisque en termes de portage politique, ce qui est assez intéressant, c'est que elle est portée d'une initiative privée, mais qui a trouvé certaines difficultés et a pu, à partir de 2010, se rénover, notamment par des cessions à la communauté urbaine de Bordeaux et un soutien des acteurs publics. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à nous contacter là-dessus, mais parce que je ne vais pas rentrer dans le détail de cet exemple. C'est également donc dans cette logique de gouvernance et de relations partenariales la nécessité d'avoir des expertises et un chef de projet de type AMO qui va assurer la cohérence du projet à long terme, et enfin l'intégration de toutes les parties prenantes à travers justement des opérations de co-conception et autres. Et enfin, le 7e pilier que nous, on voit dans la reconversion réussie, ça va être la question du développement de l'image et de dynamique de territoire. Donc, il est nécessaire de ne pas minimiser le rôle de la communication et du marketing territorial sur la reconversion des friches, puisque c'est ce marketing territorial qui va permettre l'attractivité pour les publics ciblés, qui va également permettre de créer une logique de redynamisation des friches sur l'échelle du territoire. Donc là, j'ai mis l'exemple de Euroméditerranée, qui comporte plusieurs friches et qui a été au démarrage lié juste à une friche qui a été reconvertie en lieu entrepreneurial. Et du fait de son dynamisme et de l'attractivité de nouvelles entreprises plus liées à des startups, ont pu permettre la redynamisation d'autres friches. Donc, sur ces piliers de transformation, donc comme je le disais, il y en a 7. Ça fera l'objet d'un poster ou d'une publication sur lequel on va travailler. Et je vais maintenant passer la parole à Cédric, qui va revenir plus précisément sur le pilier numéro 2 et une méthodologie qu'on a mis en place dans le cadre d'un projet. Donc, l'analyse et la priorisation des spécificités territoriales. Voilà, donc sur la méthodologie que vient de présenter Catherine, on a travaillé sur différents projets et notamment sur cette phase de diagnostic et d'analyse des spécificités territoriales sur un site déjà ciblé qui demandait à être programmé, mais forcément en fonction des contraintes et des différentes synergies territoriales. Et donc, cette démarche globale du territoire au projet, du projet au territoire, elle passe par l'analyse et le diagnostic de ce territoire,
Elle permet d'évoluer vers des fils conducteurs innovants, mais bien ancrés sur ce territoire. Et puis, petit à petit, d'évoluer vers une programmation finalement urbaine et immobilière qui se nourrit l'une de l'autre et qui permet de travailler une programmation dans le temps, à toutes les échelles, cohérente et du coup résiliente également. Pour reprendre un peu les différents points qu'on analyse durant ce diagnostic et tout ce rapport au territoire, on va forcément analyser les activités économiques et non économiques, donc les différents équipements, les besoins, les filières existantes et les filières en développement, pour un peu analyser les liens et faire évoluer les liens entre territoire et activité. On va analyser la composition du tissu social, quels sont les besoins, quelle est la population, les nouveaux modes de vie, le genius loci territorial qui, lui, va s'atteler à toutes les caractéristiques d'un territoire pour s'intégrer dans un lieu et venir l'implémenter. On travaille également sur les politiques territoriales de manière à soutenir les politiques publiques, la transversalité de ces politiques et puis les rendre opérationnelles dans des projets de programmation. Et puis, on va faire tout ce travail d'analyse et puis de comparaison et puis surtout d'inventaire des projets qui sont en cours de manière à ne pas les concurrencer et à venir compléter l'offre sur un territoire. Et puis, un autre volet qui arrive un peu après, qui est celle d'inventorier les forces vives du territoire. Donc, plus ou moins quand même vis-à-vis des fils conducteurs qu'on aura déterminés, qui permet finalement de co-construire un projet dans la durée avec les différentes contraintes et les différents objectifs de chacun et de sécuriser le projet en mettant tout le monde à la même table et de réfléchir de l'avenir d'un lieu tous ensemble. Sur la composition du tissu social, on va analyser différents points, par exemple la répartition de la population, si on va avoir plus de jeunes actifs, est-ce qu'on va avoir une partie importante de seniors dans la population, en termes de construction, en tout cas de la construction des familles, est-ce qu'on va avoir des familles monoparentales plus qu'autre part, et donc tout ça, ça va forcément impacter sur les modes de vie et comment on travaille sur finalement la construction d'une ville résiliente qui hybride et puis qui vient faire consensus avec les différentes parties de la population. On a par exemple travaillé sur certains projets sur la part importante de seniors, donc re-questionner quelle est la position des seniors dans la société et donc par là aussi dans la ville, comment leur redonner un statut, comment les maintenir à domicile et puis comment faire un lien entre les générations de travail, sur la transmission intergénérationnelle. Donc ça pose plein de questions finalement de s'atteler au diagnostic et à l'analyse du tissu social. Et puis on pose forcément la question des évolutions, qui sont les nouveaux habitants, vers quoi on va et comment petit à petit on fait communauté pour amorcer un nouveau fragment de ville avant même de réaliser le projet. À partir de cette composition du tissu social, on va forcément analyser ses activités économiques et non économiques. Donc, ça dépend de chaque territoire, ça dépend de chaque site. On va faire ressortir les lignes de force d'un territoire. On a pu aborder, par exemple, les questions de soins sur des friches, par exemple, des friches dans d'anciens hôpitaux, ou des questions sur les questions des modes de travail, sur les nouveaux modes d'habitat, le loisir. Et puis, en général, on vient mixer les quatre, en tout cas les différentes thématiques qu'il y a sur le territoire pour poser la question de comment on arrive à articuler ces différentes activités avec les usages et les usagers. Et ensuite, on travaille sur la chronotopie et les différents temps dans la ville pour faire centralité et réussir à hybrider l'existant pour valoriser le territoire existant. Sur le genius loci territorial, on va s'atteler à travailler sur le tissu urbain, les différents espaces publics existants, comme un inventaire aussi, le type de bâti, qu'est-ce qui fait centralité dans une ville et comment on va pouvoir s'en démarquer et proposer de nouveaux types de centralité. Sur un projet en périphérie d'une ville, on va forcément avoir des caractéristiques très très différentes en termes de bâti, en termes de tissu urbain, mais on va pouvoir finalement positionner le projet sur le paysage, sur de nouveaux espaces, en tout cas des caractéristiques qui sont différentes de celles du centre-ville, mais qui vont apporter aussi une qualité de vie et puis compléter cette offre de services publics et puis venir compléter la construction de la ville. En termes de géographie, on va analyser la trame verte, la trame bleue, la trame brune et la trame noire, de manière à intégrer aussi toutes ces questions de biodiversité.
Et puis, on va s'atteler aussi à analyser la culture territoriale de manière à spécifier la programmation en fonction de son territoire et faire de ce lieu un lieu unique à son territoire et qu'on ne pourrait pas reproduire finalement à un autre endroit. Et de ce Genius Loci territorial et de cette composition, on va aussi travailler sur ces politiques territoriales. Quelles sont les politiques, notamment en faveur des différents publics? Alors, j'ai déjà parlé des seniors, mais on pourrait parler aussi de la politique vis-à-vis des jeunes actifs ou de l'enfance. Et on va travailler justement à soutenir ces politiques territoriales et à les rendre opérationnelles sur le projet au service du territoire et des différents acteurs du territoire et autour de cette reconversion de la friche. Et puis, bien sûr, il y a un point qui est à ne pas oublier, c'est ces projets qui sont en cours, qu'on va analyser, qu'on va aller rechercher, inventorier, des projets de mobilité, mais aussi des projets de nouvelles institutions ou de projets alternatifs, de manière à se démarquer, à comprendre les dynamiques et les acteurs qui sont en mouvement sur ce territoire, et puis voir vers quelle programmation on va pour magnifier ce territoire et intégrer des écosystèmes qui sont existants et qui sont en construction. Et puis, à partir de toute cette analyse, finalement, on va arriver à des lignes de force qui deviennent évidentes sur un territoire et sur ce site-là, et qui vont nous aider à mettre en récit ce site vis-à-vis de son histoire, vis-à-vis des différentes couches mémorielles du site, et puis de l'ensemble des caractéristiques du territoire, de manière à entrevoir un futur qui est plus désirable. Et puis, on va proposer finalement des scénarios de programmation très, très en amont, avec parfois des scénarios qui vont se nourrir l'un et l'autre et qu'on va pouvoir finalement développer ensemble. On a pu travailler sur différents scénarios et différents fils conducteurs, notamment par exemple la ville productive, comment on fait pour travailler sur cette ville productive dans des lieux où on veut favoriser la biodiversité et intégrer les usagers et les habitants sur cette question-là, et comment, par exemple, on peut mettre en lien cette question de la ville productive avec la ville du soin sur, par exemple, une friche qui a un passé médico-social, mais comment on va réinterpréter finalement l'histoire vers des quartiers autour de la résilience et de nouveaux modes de vie. Et puis, à partir de ces fils conducteurs innovants, on va commencer à développer des pré-usages et des programmes qui vont prendre forme sous la forme de nouveaux lieux qu'on va commencer à décrire et puis à réfléchir. Et puis, petit à petit, on va commencer à cibler quels sont les lieux qu'on va programmer. En général, quand on a un bâti patrimonial, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on implante dans ce bâti patrimonial, notamment sur une opération où on va avoir de la construction neuve. Forcément, le bâti historique et patrimonial va jouer un rôle essentiel dans la construction de ce lieu, parfois même de centralité. Et donc, qu'est-ce qu'on va intégrer dans ce bâti patrimonial, et ensuite, qu'est-ce qui va petit à petit être développé autour de cet élément signal dans le quartier. Et donc, pour développer ces fils conducteurs, on va analyser, comparer et tirer parti d'expériences qui sont comparables et innovantes sur le territoire, mais aussi à l'échelle nationale, voire internationale, au regard de notre site. On va critériser et comprendre petit à petit quels sont les points forts, les atouts, les contraintes, les risques de ce type d'opération. Et par là, on va sécuriser aussi tout ce processus de réflexion, de conception et d'innovation à l'échelle de notre site. Et puis, après tout ça, on va travailler sur une cartographie, finalement, une cartographie du territoire, en impliquant les acteurs nationaux et territoriaux au regard des fils conducteurs qu'on aura développés et du début de programmation, de manière à comprendre un peu quels sont les acteurs qui vont pouvoir soutenir la démarche, qui est-ce qu'on va pouvoir intégrer, est-ce que ça va être de l'associatif, de l'institutionnel, de l'entrepreneuriat, des collectifs d'habitants. Voilà. Autour de ça, on va créer une cartographie d'acteurs qui vont nous aider à réfléchir le projet, à réfléchir l'offre servicielle et l'offre immobilière en fonction de l'ensemble de l'écosystème national et territorial qui travaille sur ces questions-là. Et puis, pour compléter un peu cette réflexion, on va aller chercher des experts, par exemple sur la question des seniors. On a rencontré des gériatres, on a rencontré des sociologues qui travaillent sur le lien entre aménagement du territoire
et maintien à domicile et mode de vie autour des seniors. Et on va implémenter finalement cette réflexion d'une collégiale d'experts qui vont donner leur avis et qui vont nourrir le projet de regard pluriel et qui, encore une fois, au service d'un projet d'intérêt général, vont participer au fondement de cette programmation et de ce nouveau projet. Et puis, à la suite, forcément, de toutes ces questions-là, on va commencer à développer des produits immobiliers, concevoir de nouveaux modèles de produits immobiliers qui sont spécifiques au territoire, qui sont issus de cette analyse qui est une analyse fine de la demande et des enjeux, mais de ce territoire. Et donc, on va commencer à se poser la question, par exemple, en termes de logement, quelle catégorie de typologie on va mettre en place. Est-ce qu'on va travailler sur de l'habitat groupé? Est-ce qu'on va travailler sur de l'habitat intergénérationnel? Quelle forme ça peut prendre, quelle proportion ça peut prendre dans un quartier, et puis quel montage économique, et comment les choses se mettent en place petit à petit pour travailler sur ce fragment de ville qui laisse voilà, la place aux différents habitants, aux différents publics et aux différents besoins, notamment entre les générations, et puis en termes de logement. Et puis forcément, on va travailler à la suite sur une programmation immobilière en réseau à partir du moment où on a fixer les grands axes stratégiques de programmation du quartier en lien au territoire, accompagné d'experts. On va développer l'offre de logement si on programme du logement. Et puis, on va développer ensuite toute cette offre servicielle autour des communs, autour des lieux où on va pouvoir se rencontrer, comment on va pouvoir intégrer les habitants à ces lieux-là. Et on a par exemple développé des réseaux de lieux, de tiers-lieux, mais à différentes échelles, avec un tiers-lieu central, et puis ensuite des lieux où il va y avoir de la rencontre, et puis thématiser un peu différents espaces dans l'immobilier, mais qui vont aussi participer de la programmation de quartier, de l'espace public et d'un tout. Et puis voilà, à partir de tout ça, quand on a diagnostiqué, on a travaillé avec des experts, qu'on a commencé à avoir des préusages et à travailler aussi sur la conception de ces nouveaux produits qui s'adaptent aux nouveaux modes de vie, aux nouveaux modes de travail et aux synergies territoriales, on va laisser la place aussi, laisser un peu de liberté, un degré de liberté à la programmation du projet, en capitalisant aussi sur le lieu qui est un lieu en général inhabité et qu'on va pouvoir habiter jusqu'au début de la construction et au début de l'opération, voire même après. Et on va travailler à réactiver cette mémoire collective, à faire communauté et à semer les graines d'un futur en commun en impliquant l'économie sociale et solidaire, mais aussi les habitants, et donner déjà corps et vie à ce lieu avant même que l'opération n'existe. Voilà, et je vais laisser la parole à Catherine pour la conclusion de ce webinaire. Donc, comme le disait Cédric, l'opportunité des friches, c'est également cette structuration d'acteurs, comme sur la méthodologie qu'il vient d'expliquer, où on a structuré énormément de parties prenantes, que ce soit éventuellement les futurs utilisateurs, que ce soit les experts du territoire, des experts également sur la question de la santé et également les parties plus publiques et surtout des acteurs issus de l'économie sociale et solidaire. Et justement, notre vision, c'est que, en plus de répondre à ces objectifs environnementaux, ce qui est intéressant avec les friches, c'est que c'est vraiment des tiers-lieux en puissance, dans la mesure où ils répondent à des enjeux qui sont d'intérêt général et qui répondent exactement au développement durable. On revient à ce qu'on disait au début, c'est que ils répondent à des enjeux fonctionnels, mais en intégrant également des acteurs de l'économie sociale et solidaire de manière plus aisée, puisque tout simplement, ils peuvent être activables rapidement sur les projets via de l'occupation transitoire. Et on oublie souvent que les temps de l'immobilier, c'est 5 à 10 ans pour sortir un quartier minimum, et que ces acteurs-là n'ont pas forcément une visibilité à aussi long terme. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant de travailler avec de l'existant. Ils répondent à des enjeux politiques, puisque permettent de donner du sens à des actions collectives et qui sont collectivement validées. Et donc, c'est également des projets qui sont plus durables dans ce sens-là, puisqu'ils font moins l'objet de controverses. Et ils répondent également à des enjeux sociaux, puisqu'ils facilitent la cohésion sociale à l'échelle des projets et valorisent un vivre ensemble sur le territoire par une construction commune. En plus de ça, ces friches, elles permettent également une réponse
durable pour nous à une résilience territoriale, environnementale et écologique, puisqu'elle contribue aux objectifs ZAN, elle contribue à une sobriété constructive, elles permettent également des modèles économiques différents via par exemple les questions de réutilisation de matériaux, mais également dans leur conception, elles viennent travailler sur un nouveau schéma immobilier avec des modèles économiques hybrides, une conception de la ville plus vertueuse où on a un impact positif pour toutes les parties prenantes, où on arrive à définir des modèles gagnant-gagnant pour tout le monde. Et c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment un sujet qui est passionnant et sur lequel on a vraiment, on aime travailler et on pense que ça porte également une vision de la ville qui doit durer et qui doit être approfondie. Et en ce sens, on a structuré un accompagnement sur les friches qui est multidisciplinaire, puisqu'on peut travailler sur de la programmation architecturale et urbaine, sur des concepts immobiliers, sur le calcul de potentiel de mutabilité, notamment en lien avec toute l'analyse du bâti, sur de la stratégie immobilière urbaine et architecturale, sur l'établissement de schéma directeur et également de la conduite d'opération pour accompagner le projet dans sa vie et permettre également de questionner l'évolutivité des usages et la réintégration des usages dans le projet en permanence. Sur la partie environnementale, on va également travailler sur toute la partie diagnostic énergétique de matériaux, de réutilisation et sur les stratégies environnementales. On va également travailler sur tout ce qui est l'étude flow and floor pour vraiment adapter au mieux le projet à la question de la biodiversité sur le site et faire des stratégies de biodiversité. Et également en lien avec toute cette question de la construction collaborative, on va travailler sur toute la conduite du changement pour permettre la meilleure appropriation possible pour le projet. Voilà, oui, on a mis ça, transformons vos friches ensemble. Si vous avez des projets de friches, n'hésitez pas à nous contacter. Il y a nos contacts juste en bas à droite. Et alors, j'attends peut-être un go, no go de Gwen pour savoir si on a du temps pour quelques questions. Oui, merci à tous les deux pour cette présentation et d'avoir rappelé notre énergie au service de ces projets de friches. On a quelques questions qui sont posées dans le chat, dont une qui fait référence à la problématique qu'on peut rencontrer de sites naturels qui pourraient nécessiter de travailler sur les enjeux de biodiversité. Et donc, la question qui nous est posée, c'est quelles problématiques on a pu rencontrer sur ces projets et de l'acceptabilité éventuellement de projets alternatifs par les collectivités ou par les acteurs du projet. Donc, je propose qu'on prenne cette question. On a quelques questions également sur la mobilisation du fonds friche, sur lesquelles je pense que je vous invite à noter les contacts de Catherine et de Cédric. Et j'ai mis également le mien dans le module discuter. Et donc, on est à votre disposition pour répondre à vos questions après le webinaire. Mais Catherine, je te laisse prendre cette question, ou Cédric, voilà, sur peut-être des processus qui, en effet, nécessitent d'être pris très en amont, de manière à anticiper ces sujets liés à la naturalité et à la biodiversité sur les sites. Ok, merci beaucoup, Gwen. Alors, je prends juste 2 secondes pour relire rapidement la question. Ok, alors la question vraiment c'est de savoir dans le cadre de projets de reconversion de friches plutôt naturelles incluant déjà des constructions bâties, dans quelle mesure est-ce qu'on a déjà rencontré ce type de projet, des difficultés, comment y répondre au regard des enjeux de ZAN et de biodiversité et comment travailler sur les enjeux d'acceptabilité. J'en ai très rapidement parlé de ce projet qu'on a mené pour la ville d'Épinay-sur-Seine où on était dans une friche plutôt naturelle, à cause de son état de friche, qui était devenue une réserve de biodiversité. De manière très claire, enfin, tout est discutable par rapport aux stratégies territoriales, mais si la friche est devenue une réserve de biodiversité dans une zone où, à l'échelle du territoire, il peut être envisagé d'autres projets de reconversion et de ne pas dénaturer la friche, il faut quand même penser que l'immobilier doit s'inscrire dans des objectifs de développement durable, de ZAN et de biodiversité. Et en ce sens, il paraît quand même compliqué de reconstruire une opération immobilière complète sur un projet de friche, sur une friche qui est déjà renaturalisée. Après, ce qui peut être intéressant, c'est de voir si c'est un site qui est pollué, pour éventuellement qu'il y ait une dépollution naturelle et en faire une réserve foncière pour qu'elle puisse adresser d'autres enjeux de stratégie territoriale à plus long terme, donc à 10-20 ans, mais ne pas forcément être dans cette précipitation de reconvertir la friche, puisque sa valorisation peut être beaucoup plus intéressante si on pense à plus long terme.
Et enfin, par exemple, sur nous, ce qu'on a fait sur Épinay-sur-Seine, c'était tout simplement de magnifier ce qui était devenu cette réserve écologique, qui sont aujourd'hui des lieux qui ont une valeur qui est très importante et qui vient être revalorisée à l'échelle du territoire, notamment par rapport aux questions d'îlots de fraîcheur et autres, et qui peuvent contribuer également à la valorisation de la ville et des quartiers d'une autre manière. Et donc, on a travaillé sur l'aménagement d'un bâtiment qui était dédié à l'éco-conception et à la construction durable. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a identifié quelles étaient les zones les plus polluées sur la friche pour pouvoir permettre la construction et également faire un projet paysager de la friche qui permettait également de ne pas forcément faire une dépollution coûteuse, mais plutôt de mettre des essences qui ne permettaient pas un accès naturel pour les visiteurs de la friche et en faire une zone refuge à l'échelle du territoire. Donc, il y a vraiment de multiples solutions. Ce qui est important, c'est vraiment de toujours prioriser autant que possible ces enjeux de ZAN et de biodiversité. Merci Catherine. Je pense qu'on va pouvoir clore ici le webinaire. Je remercie chaleureusement Catherine et Cédric pour leur présentation. Également à toutes les personnes qui se sont connectées pour écouter ce webinaire sur ce sujet stratégique des friches et au plaisir de vous rencontrer de nouveau au cours de nos prises de parole, que ce soit en webinaire ou en physique. Et je vous souhaite à tous une agréable journée. Merci, au revoir. Au revoir.